Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Je suis avec Ayette Louaille, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayette, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi? Bonjour, moi je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche? Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense « Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi ». Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants? On vit dans une société de l'image. Les gens pensent « Bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée ». Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société. La société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais? Aujourd'hui, on a une 50aine de bénévoles. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. Aujourd'hui, je reçois François Dechy qui va nous parler de Baluchon. C'est une entreprise qu'il a créée à Romainville en région parisienne. Alors, Baluchon, c'est une petite entreprise qui existe depuis 2 ans. On prépare des repas qu'on livre dans les entreprises pour les salariés qui n'ont pas le temps de cuisiner eux-mêmes et qui en ont assez de manger des sandwichs en 5 minutes devant leur ordinateur. Je me suis rendu compte que les employés prenaient de moins en moins de temps pour déjeuner. Mais on sait que s'arrêter un bon moment et prendre un vrai repas permet d'être plus productif l'après-midi. Je voulais donc créer un projet qui redonnait de l'importance au moment du déjeuner. Je voulais aussi que cette entreprise mette en valeur des produits locaux, cultivés naturellement et sans produits chimiques. Et puis, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'humain. J'avais envie d'aider des gens qui ont du mal à trouver du travail, des personnes qui sont au chômage depuis longtemps, ou des jeunes qui ont arrêté l'école. À Baluchon, ces personnes sont formées pendant 2 ans pour apprendre un métier dans la restauration. Pour accéder à nos cours, on leur demande seulement de savoir parler français, écrire et compter jusqu'à 100. Quand j'ai présenté le projet à ma ville, ils ont décidé de m'aider. Et le maire nous a prêté une cuisine qui n'était pas utilisée depuis plusieurs années. On prépare tous les repas là-bas. Et c'est vraiment pratique pour nous. Parce que c'est très central. Tous les jours, on a 30 cuisiniers qui préparent entre 400 et 1000 repas. Par exemple, aujourd'hui, notre équipe prépare une crème de courgettes à la menthe. Vous pouvez regarder les menus sur notre site internet. Pour commander, téléphonez au moins 48 heures à l'avance. Surtout pour un grand groupe. Et c'est l'heure de mode de vie maintenant sur France Info. Bonjour Marie-Noëlle Demey. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef mode à Marie-Claire. Alors c'est la rentrée et toujours la même question qui revient. Que faut-il porter pour être tendance, Marie-Noëlle? Virginie, vous n'aurez que l'embarras du choix dans les tendances. Elles sont multiples. Tant mieux, ça nous permettra de trouver la nôtre sans paraître trop déguisé. Vous savez, il y a 2 sortes de couturiers, les architectes et les décorateurs. Eh bien, pour cette saison automne-hiver, en gros, il y a 2 grands courants, un sobre et l'autre ultra baroque, les 2 étant aux antipodes l'un de l'autre. Ça nous permet plein de possibilités entre les 2. Alors, si vous aimez les tailleurs pantalons, ils seront pour vous, les vestes,
toutes les tenues qui vont flirter avec le côté un peu équestre ou carrément militaire. Très en vogue également la maille. Au niveau des couleurs, quelles couleurs seront à l'honneur cette saison? Bon, le noir, hein, pour les fidèles du noir, ben voilà, il y aura intemporel, le noir. Toujours intemporel, mais celui-ci est un peu différent. Il va être souvent rehaussé d'une autre matière, très souvent du cuir. Ça sera jamais un noir tout bête, tout simple. Il y aura toujours un petit quelque chose en plus, de la brillance par exemple, ou un ajout de broderie, ou des empiècements de fourrure, ou des boutons. Alors les boutons, ils sont très présents cette saison. On les voit, on les remarque, ils donnent du peps aux vêtements. Et dans une autre couleur très importante qui devient presque un nouveau classique, c'est le gris qui va concurrencer le noir pour son classicisme facile. 4 ans que les lecteurs attendaient le tome 13 de Titeuf. 4 ans pendant lesquels le créateur du gamin à la houppe démesurée a délaissé son personnage pour se tourner vers le lectorat adulte. Leste, impudique et à dire vrai, franchement hilarant, son Happy Sex a rencontré en 2009 un succès largement mérité. Le retour de Titeuf s'est d'abord fait au cinéma, un projet énorme de dessin animé 3D que Zepp a dirigé lui-même. En cette rentrée, retour donc à la BD. On verra les albums de Titeuf partout. Les éditions Glénat annoncent une mise en place d'1 million de volumes, à l'exception de la première histoire qui court sur 5 pages et qui, à elle seule, vaut déjà le détour. Le principe retenu reste celui du gag en 1 ou 2 planches, un peu de pipi caca, normal, Titeuf est toujours à l'école primaire, et des sujets de société et d'actualité fort bien traités, comme la mise en garde contre la pédophilie ou l'arrivée dans la classe d'une jeune africaine qui a fui son pays ravagé par la guerre. Titeuf est drôle, sympathique et concerné par la marche du monde. Ce 13e opus de Titeuf a pour titre « À la folie ». Dans le cartable, on peut également glisser le tome 8 de Game Over, où l'on retrouve le petit barbare, personnage de jeu vidéo, et dont toutes les séquences se terminent par une cruelle fin de partie, à mourir de rire. L'album a pour titre Cold Case, affaire glacée. Et pour les plus jeunes, voici également le nouveau Sardine de l'espace. Les situations comiques et les jeux de langage raviront aussi les parents qui font la lecture à leur progéniture. Retrouvez la page BD bande dessinée sur franceinfo.fr. Bonjour Pascal Delannoy. Bonjour Émilie, bonjour à toutes et à tous. Le recyclage des téléphones, le sujet que vous avez retenu aujourd'hui pour Défi Futur, nous concerne tous. Il va falloir recycler dans les temps qui viennent des centaines de millions d'appareils. Oui, je vais juste vous donner déjà 2 chiffres, rien que pour la France. On considère, figurez-vous, qu'il y a déjà autour de 100 millions de téléphones portables qui dorment dans nos tiroirs, alors que chaque année nous achetons 25 millions de nouveaux téléphones. Vous voyez l'ampleur du sujet. On ne va évidemment pas s'arrêter au constat. Quelle solution nous proposez-vous? À qui peut-on confier ces appareils qui, il faut bien le dire, nous encombrent et qui peuvent resservir? Alors effectivement, il y a une filière qui vous propose toutes les bonnes réponses à ces questions. C'est l'écosystème. C'est d'ailleurs un organisme indépendant, ça rassure. Et voilà, le tout premier conseil que donne sa porte-parole, c'est Véronique Poirier, quand on lui pose cette question, que dois-je faire, que puis-je faire du téléphone dont je veux absolument me débarrasser? Surtout, ne le gardez pas dans un tiroir. Vous vous dites que ça va peut-être resservir. En fait, vous vous en resservirez pas, ni du téléphone, ni des chargeurs que vous avez certainement aussi. Ce qui est très important, c'est soit de le redonner à votre opérateur. Sinon, vous avez peut-être remarqué qu'il existe dans de nombreux magasins des collectes verts dans lesquels les téléphones sont spécifiquement collectés. C'est vous qui les gérez? Écosystème, en tout cas, a la responsabilité de la gestion, de la collecte et du recyclage de tous les appareils électriques et électroniques, et donc bien entendu les téléphones. Que vont devenir ces téléphones? Alors, ceux que vous allez déposer par exemple dans les magasins, en ce qui concerne Écosystème, nous on va les confier à une structure qui s'appelle Atelier du Bocage, qui fait partie du mouvement Emmaüs, et qui va les soumettre à un diagnostic pour voir s'ils peuvent être réparés, remis en état, qui va les vider de leurs données personnelles, ce qui est extrêmement important, qui va s'assurer par exemple que la batterie tient la charge, parce que souvent c'est la batterie qui s'use en premier, toutes sortes de tests qui vous garantissent qu'effectivement l'appareil que vous allez peut-être acheter d'occasion est en bon état. Et si c'est pas possible, Emmaüs va nous remettre l'appareil et il sera recyclé sous forme de nouvelles matières premières, parce qu'il y en a beaucoup dans les téléphones portables.
C'est très intéressant dans ma matière de pouvoir discuter avec les collègues de l'étranger. En l'occurrence, moi je travaille avec un collègue italien et une collègue britannique. Et nous avons donc décidé de travailler essentiellement sur les élèves de seconde et la réponse de l'organisme en fonctionnement. À cette occasion, on s'est aperçu qu'on avait des façons de travailler très différentes, puisque nous, en France, nous basons essentiellement notre matière sur l'expérimentation, l'observation. Donc nous pratiquons beaucoup de dissection, de mise en pratique des élèves, alors que dans certains pays comme l'Italie, ils vont donner des cours beaucoup plus théoriques, et ça les intéresse beaucoup de voir comment nous travaillons en France. Donc j'ai pour ma part réalisé des dissections, par exemple, que nous avons mis sur la plateforme et que mes collègues ont doublé en anglais ou bien en italien ou bien laissé en français et ont essayé de travailler avec ces vidéos. Donc c'est l'occasion d'échanger avec les collègues et de voir un petit peu les méthodes de fonctionnement. 100 000 personnes sont attendues. Les clubs proposent leur matériel, mais rien ne vous empêche d'apporter votre propre instrument d'observation. Pas besoin d'être spécialiste, 3000 bénévoles vous aideront dans votre exploration du ciel. Les animations sont variées, observations, conférences, projections, initiations, avec des moments forts, par exemple. Beaucoup de communes des Hautes-Alpes couperont ce soir l'éclairage public pour faciliter les observations. À Fleurance, dans le Gers, 12 heures de conférences non-stop sont proposées. Ce soir, le soleil se couchera à 21h20. Vous pourrez alors admirer Vénus, Mars et Saturne. Un peu plus tard dans la nuit, Neptune, Uranus et Jupiter seront de la fête. La Lune étant absente, la nuit sera bien noire, propice à l'observation de la Voie lactée, des galaxies et autres nébuleuses. Bonjour Maëlys Honoré. Alors quelles sont les aspirations des Français en matière d'immobilier neuf? Que recherchent les Français? Bien d'abord, ils recherchent une adresse facile à vivre, c'est-à-dire qu'ils vont chercher une localisation en fonction de leur lieu de travail et de l'école de leurs enfants. Autre paramètre, les transports et les commerces de proximité qui doivent être situés le plus proche possible de leur logement. Et ce sont des critères qui ne sont pas toujours compatibles avec le prix de l'immobilier. En effet, dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations et leurs périphéries, les prix de l'immobilier sont élevés. Il faut faire des compromis. Et d'après plusieurs enquêtes et sondages, on constate que les Français sont prêts à avoir un logement, à acheter un logement plus petit s'il est mieux situé qu'un autre. D'ailleurs, les promoteurs l'ont bien compris, puisque ce sont eux qui imaginent et construisent les logements de demain. Aujourd'hui, ils remettent en pied d'immeubles, ce qui n'était pas fait depuis des années, des locaux commerciaux pour installer des commerces de bouche, des petites surfaces alimentaires, car les Français veulent aujourd'hui des quartiers vivants. Et à l'intérieur, alors qu'est-ce qui fait la différence? C'est la fonctionnalité. On l'a vu, les prix de l'immobilier sont au plus haut, les superficies se réduisent. Donc aujourd'hui, les Français ne veulent plus de perte d'espace dans leur logement. Donc tout est optimisé. Ils veulent des rangements, ils veulent une cuisine plus grande pour pouvoir y installer une table et y dîner. Voilà, c'est pas d'espace perdu et de la fonctionnalité. Et le balcon ou la terrasse, ce sont des éléments déterminants. Bien sûr, il faut se rappeler une chose, c'est que si les Français avaient le choix, ils préféraient une maison individuelle avec un grand jardin. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément possible. Donc quand on a un appartement, on veut un prolongement extérieur, on veut son petit coin de verdure. Donc terrasse, loggia, rez-de-jardin, tout ça est indispensable. Aujourd'hui, un promoteur en fait a du mal à vendre un appartement s'il n'est pas équipé d'un prolongement extérieur. À ce jour, 75% des terriens sont équipés d'un téléphone portable. Le nombre mondial d'abonnements à un terminal mobile est passé de moins d'1 milliard en l'an 2000 à plus de 6 milliards au jour d'aujourd'hui. Et dans un proche avenir, il y aura plus de téléphones portables que d'habitants sur la planète. Chiffre qui s'explique bien sûr par le fait que dans les pays riches, beaucoup de gens ont plusieurs téléphones, mais aussi par le fait que dans les pays émergents ou en voie de développement, les portables, même basiques, sont devenus indispensables à l'amélioration du tissu social. C'est ainsi, par exemple, explique la Banque mondiale,
qu'en Afrique, les services de santé utilisent quotidiennement les SMS pour rappeler aux patients la date de prise de leurs médicaments et qu'en Inde, la plus grande démocratie du monde, les autorités ont confié aux électeurs la surveillance des scrutins via leur téléphone mobile. Il fallait y penser, c'est le téléphone citoyen qui sert à plus en plus de choses et accessoirement seulement à téléphoner. Nous vivons une époque moderne. Chaque année, il y a des mots qui naissent et d'autres qui disparaissent. On appelle ça le progrès. Mais si l'on peut ou doit saluer les expressions qui font irruption dans nos dictionnaires, on peut aussi porter le deuil des mots qui passent soudain de vie à trépas, des mots qu'on aimait bien, des mots qui, hier encore, faisaient partie de notre patrimoine littéraire et qui finissent à la poubelle, des mots que des centaines de générations ont dit, murmuré ou écrit, et que les générations futures sont invitées à bannir. Par la grâce d'une circulaire gouvernementale qui date de février, le mot mademoiselle est en train de disparaître tranquillement de tous les documents administratifs hexagonaux. Ça couvait depuis longtemps. Désormais, il n'y aura plus que les madames et les messieurs. Cela dit, on se voit mal au restaurant en train de dire « merci madame » à la gamine qui apporte les plats. On n'ose pas imaginer un prof disant « bonjour mesdames » plutôt que « bonjour mesdemoiselles » à ses élèves adolescentes. « Bonjour les filles », ça va pas le faire non plus. On vit une époque moderne. Se lever tôt le matin pour aller courir ou faire de la gymnastique est devenu un véritable phénomène de mode. Mais ce nouveau mode de vie, on va le voir avec vous, Caroline Raymond, n'est pas bon pour tout le monde. Oui, sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup d'articles sur les bienfaits d'une activité sportive au saut du lit et pourquoi nous devrions tous adopter ce style de vie. Les photos de coureurs au lever du soleil se multiplient, tout comme les témoignages de ceux qui se sentent plus productifs et plus heureux après avoir fait du sport en tout début de journée. Alors, se lever tôt pour profiter d'un moment à soi, ça semble séduisant, non? Oui, faire du sport le matin serait bon pour le sommeil, pour le moral. C'est aussi un excellent anti-stress. Cela dit, ce mode de vie n'est pas accessible à tous. Oui, parce qu'on n'est pas tous égaux devant le sommeil. Eh oui, les rythmes de sommeil sont très différents d'une personne à l'autre. On ne peut pas les bouleverser sans danger. Notre rythme biologique est génétiquement programmé. Notre marge de manœuvre pour adapter notre sommeil est très réduite. Pour 20% de la population, se lever tôt peut être une véritable torture et provoquer des troubles du sommeil. Et les sportifs de haut niveau, Caroline, ils se lèvent aussitôt que ça pour s'entraîner? Alors, non, pas forcément, parce que eux, ils ont du temps pour s'entraîner. Et ce sont plutôt de gros dormeurs. Ils ont besoin de plus de 9 heures de sommeil pour se sentir bien. Dormir n'est pas un signe de paresse. C'est une phase indispensable pour la récupération. Et donc, la prévention des blessures. Et puis, le matin n'est pas forcément le moment le plus productif. Une étude a démontré que les personnes qui se lèvent tôt sont les plus performantes vers midi, alors que ceux qui se couchent tard atteignent leur moment de pleine forme vers 20 heures le soir. Se lever tôt répond plutôt à une norme sociale. Il faut que les personnes soient performantes dans tous les secteurs de leur vie, professionnelle, familiale ou sportive. Arriver au bureau en ayant déjà fait 1 heure de course à pied, eh bien, ça vous donne une supériorité psychologique sur les collègues qui se lèvent plus tard. Donc, les personnes qui se lèvent tard ne doivent pas forcer leur nature et s'obliger à se lever tôt? Eh bien oui, il n'y a pas de raison de culpabiliser lorsque les réveils le matin sont difficiles. Il ne faut pas oublier que la pratique matinale du sport est un luxe. Ceux qui travaillent très tôt ou ceux qui travaillent de nuit sont exclus de ce mode de vie. Et puis, faire du sport en fin de journée, c'est aussi avantageux. Faire du sport en soirée est une activité de relaxation qui peut agir sur la qualité du sommeil. Il faut donc adapter la pratique de son sport à ses besoins. Le pire choix, finalement, ce serait de rien faire du tout.
Bonjour Laetitia Saavedra. Bonjour Marc. Le phénomène qui vous intéresse cette semaine, c'est celui des sans bureaux fixes, ces salariés qui n'ont plus de bureau attitré. L'entreprise américaine Google a lancé le mouvement il y a quelques années, suivi depuis par plusieurs grands groupes français. Oui, le principe des salariés sans bureau attribué se systématise en France aujourd'hui. C'est le cas notamment au siège de l'entreprise Sanofi, installée près de Paris depuis 2015. Ici, plus personne n'a de bureau attitré et chaque jour est une compétition pour obtenir un bureau. Le premier arrivé est le premier servi. Les employés arrivent le matin sur un espace commun à toute l'équipe et chacun se met là où il le souhaite, y compris les chefs qui n'ont plus de bureau. Alors, pourquoi ne pas donner de bureau attitré aux salariés? 2 raisons à cela. La première, c'est une raison économique. Il faut optimiser l'utilisation des bureaux occupés en moyenne à 60% du temps. Et puis, la deuxième raison, c'est que ce système est censé renforcer l'esprit d'équipe et la capacité d'adaptation des salariés. La conséquence de ces économies, c'est que les entreprises prévoient systématiquement moins de postes de travail que d'employés. Chez Sanofi, par exemple, c'est 8 postes pour 10 employés. Alors, comment ça se passe concrètement pour les salariés? Eh bien, ce n'est pas toujours facile. Ils s'installent là où il y a de la place et parfois, il n'y en a pas. Il arrive que certains rentrent chez eux. Autre problème, l'utilisation des salles de réunion qu'il faut réserver et qui sont très convoitées. Parfois, des employés bloquent leur place dans ces salles de réunion en y laissant leur sac ou leur manteau pendant qu'ils partent en rendez-vous à l'extérieur. Le moindre espace disponible est occupé et cela peut créer des tensions entre collègues. Et que pensent les salariés de cette organisation du travail? Cela varie en fonction des générations. Les jeunes s'adaptent à cette situation, mais les plus âgés se plaignent du bruit, de problèmes de concentration. Certains ont même peur de ne plus avoir leur place dans l'entreprise. Ce nouveau mode d'organisation va donc provoquer d'autres bouleversements, non? Oui, les outils numériques permettent déjà de travailler de chez soi ou d'un bureau partagé, mais un concept va encore plus loin aux États-Unis. Il s'agit des hôtels de travail qui proposent à la fois un lieu de vie et un lieu de travail, avec une frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle de plus en plus réduite. Une nouvelle forme de travail sans limite de temps ou d'espace, c'est peut-être ce qui nous attend avec des employés hyper flexibles qui pourront travailler n'importe où et à n'importe quelle heure. Mercredi prochain s'ouvre à Montreuil le Salon du livre et de la presse jeunesse. C'est donc l'occasion pour nous de vous faire découvrir un projet destiné aux jeunes. Écoutons Elsa Maudet. Elle est journaliste à Libération où elle a cofondé il y a 2 ans Le Petit Libé, une version hebdomadaire du quotidien consacrée aux 7-12 ans. J'ai l'impression que la presse jeunesse est en plein développement, car jusqu'à maintenant, on n'avait que les magazines de divertissement habituels, qui sont là depuis 20 ans et qui font très bien leur travail, mais qui étaient un peu tout seuls, on va dire. Mais maintenant, on en trouve de nouveaux, plus centrés sur l'actualité et qui plaisent tout autant aux enfants. D'un côté, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie attente de leur part concernant l'information, et d'un autre côté, avec le journal que nous proposons aux enfants, on a voulu montrer que c'est un milieu où on peut aussi s'amuser et faire des choses sympas. En tout cas, j'espère que ce développement de la presse jeunesse va aider les enfants à pouvoir analyser l'actualité de façon critique et à grandir avec une image différente de ce métier. Malgré le succès grandissant des jeux vidéo, près de 20 millions de jeux de société sont vendus chaque année en France. Ce phénomène est dû au fait que les sociétés modernes ont rendu les individus libres et autonomes, mais elles les ont beaucoup isolés aussi. Les jeux représentent donc un magnifique outil de convivialité et de rencontre. En plus, ils sont aussi un excellent moyen de changer des sorties plus classiques au cinéma ou des soirées passées à regarder la télévision, par exemple. On va davantage vers les autres. Il y a même des jeux où vous serez amené à jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Cela permet de découvrir d'autres aspects de votre caractère. D'autre part, je suis absolument convaincu que le jeu a des effets bénéfiques considérables. En plus du plaisir qu'on prend à jouer sur le moment, il fait travailler la mémoire,
et montrent que même quand on est en difficulté, on peut gagner. Enfin, j'encourage les adultes à offrir des jeux de société aux enfants. De nos jours, il en existe pour tous les âges et pour tous les goûts. Cette activité les aide à développer leur logique, notamment avec les jeux de stratégie, et grâce à cela, ils apprennent à réfléchir différemment. Offrir un robot de compagnie à votre enfant pour qu'il joue, est-ce une bonne idée? Sophie Becherel nous aide à répondre à cette question. Les robots émotionnels ont de plus en plus de succès auprès des enfants. Ayant une personnalité très humaine, ils sont destinés à créer des émotions. Et ça marche très bien. Dans notre société, parler aux objets est devenu quelque chose de très naturel, comme on le fait avec son téléphone par exemple. Néanmoins, en tant qu'adultes, nous savons que nous sommes face à une machine, ce qui n'est pas forcément le cas pour les enfants. Alors, afin de ne pas créer de confusion chez ces derniers, il faut que les créateurs conçoivent les robots de manière à ce que leur nature de machine apparaisse clairement aux yeux des enfants. En effet, bien que ces robots soient de plus en plus autonomes et qu'ils puissent dire « je t'aime », ils ne sont pas capables de ressentir, car ils ne sont que des objets programmés par des informaticiens. En revanche, il s'avère que ces robots peuvent être d'excellents compagnons pour les enfants en matière d'éducation, car ils peuvent aller chercher sur Internet la réponse à toutes sortes de questions et permettent de développer chez les plus jeunes leur compréhension du monde, ce qui est positif pour leur formation.